Donc, nous accueillons maintenant Thomas Kangatona, chargé de projet de l'Association internationale de la mutualité. Nous te remercions et te posons les questions suivantes. La pandémie a été un accélérateur pour les questions de couverture santé dans le monde. Quels sont les défis actuels à la mise en place de systèmes résilients et accessibles à toutes et à tous dans le monde? Et quels sont les leviers pouvant être actionnés aujourd'hui pour atteindre la couverture santé universelle, mais aussi quel rôle peut jouer l'éducation pour atteindre ces objectifs? Bonjour. Tout d'abord, merci au réseau Éducation Solidarité d'avoir mobilisé l'AIM pour parler de cette question de l'accès à la couverture santé universelle et le rapport avec la question de l'éducation. Nous sommes donc très honorés de participer à cet événement, à ce webinaire d'aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais bien quand même aussi dire que je vais parler du point de vue de quelqu'un qui n'est pas forcément un académicien sur la question, mais qui est plutôt un praticien de la question de la couverture santé universelle. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter l'Association internationale de la mutualité. Prochaine slide. Donc, l'Association internationale de la mutualité, l'AIM pour son petit nom, est une organisation internationale qui rassemble des mutuelles de santé, des caisses d'assurance maladie ainsi qu'un certain nombre d'autres types d'assureurs de santé, de soins de santé, qui sont quand même tous unis autour de la question du principe de la non-lucrativité. L'Association internationale de la mutualité compte aujourd'hui 55 membres répartis dans 28 pays dans le monde, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique latine. Prochaine slide. Alors, je vais essayer de brosser donc, à cette question de la CSU et de son rapport à l'éducation en un quart d'heure. Mais je vais quand même commencer tout d'abord par donner une définition de la couverture santé universelle pour savoir vraiment de quoi on parle. Cette définition que vous avez devant vous est une définition de l'OMS à laquelle j'ai quand même fait quelques petits ajouts en italique. Donc, tout d'abord, le but de la couverture santé universelle est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de santé dont ils ont besoin sans que cela n'entraîne pour les usagers des difficultés financières. Ici, donc, cette première partie de la définition porte sur les buts de la CSU, le résultat, mais la deuxième partie spécifie les moyens. Donc, il faut pour cela un système de santé solide, efficace et bien géré, qui répond aux besoins de santé prioritaires, aux moyens de soins intégrés centrés sur les personnes, des soins à coût abordable, un système de financement des services de santé qui évite aux usagers de rencontrer des difficultés financières, et lorsqu'ils y font appel. Donc, on voit déjà que la question du financement est centrale et elle est déterminante lorsqu'on veut développer la couverture santé universelle. Ici, j'ai ajouté que plusieurs solutions existent. Chaque pays a fait sa formule en fait, pour atteindre cette CSU. Ou pas, parce qu'on va voir aussi qu'il y a des pays en fait, qui pour l'instant sont premières étapes du développement de cette CSU. Ensuite, ce qui est important, c'est également l'accès aux médicaments, aux technologies essentielles pour diagnostiquer et traiter les problèmes médicaux, donc l'accès aux biens et aux services de santé, des effectifs suffisants de personnel de santé, bien formés et motivés pour dispenser les services. Donc là, on voit très bien aussi que la question aussi centrale est aussi la question de créer en fait une politique de santé. La couverture de santé universelle, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on décrète, mais c'est une politique à laquelle doivent être alloués des moyens, des échéances, des personnes et surtout des ressources. Donc, le financement étant l'une des grandes ressources, mais également la disponibilité de personnel de santé. À cela, j'ai ajouté aussi la question de l'accès géographique aux soins, de manière à ce que les personnes puissent jouir de l'accès aux services, ainsi que l'existence d'infrastructures de santé de qualité. Ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital si on en ressort plus malade que comme on y est arrivé. Prochaine slide. Donc, pourquoi est-ce que la CSU est importante? Tout d'abord, c'est un droit humain codifié dans un certain nombre de textes internationaux. Pour nommer les plus importants, on peut penser à la Constitution de l'OMS, qui stipule que chaque être humain a un droit au bien-être physique et mental. Je peux également mentionner la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut également nommer un certain nombre de recommandations et de conventions de l'OIT sur la protection sociale, qui inclut également la question de l'accès à la santé. Et plus récemment, les objectifs de développement durable de l'ONU, dont l'objectif numéro 3.8 porte spécifiquement sur la couverture santé universelle. Ensuite, la bonne santé est un élément du développement socio-économique. La bonne santé, en tout cas les pays qui connaissent un bon développement socio-économique, les populations qui connaissent un bon développement socio-économique sont également des populations qui sont en bonne santé. On voit aussi que le développement des systèmes de santé, c'est également accompagné du développement économique des pays et des territoires dans lesquels elle s'est passée. Enfin, la CSU
par les mécanismes qu'elle utilise et qu'elle met en œuvre, hein, contribue à la justice sociale, très importante. Elle contribue également à la redistribution des revenus entre les individus, ainsi qu'à l'équité entre ceux-ci. Hein, donc, elle essaie un peu de gommer les différences qu'il y a entre les moyens matériels, financiers des individus. Donc, c'est vraiment réellement un élément du progrès et du progrès social. Prochaine slide. Alors, bon, une fois qu'on a dit ce qu'est la CSU, il faut quand même, entre guillemets, respecter un certain nombre de principes pour faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à des services, à des soins de santé, des services de santé sans encourir de difficultés financières. Le premier élément, hein, qui vient à l'esprit, c'est le fait d'assurer les individus contre les dépenses de santé, ce qui passe par la question de la mutualisation des risques. Ça signifie concrètement que les personnes qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, contribuent et paieront pour les personnes qui sont en mauvaise santé. L'idée est d'essayer de faire en sorte qu'on ait un groupe de personnes qui cotisent et dont les cotisations aident, entre guillemets, à garder le système de santé, entre guillemets, à flot. Donc, à empêcher toute sinistralité trop importante. Ou du moins que les ressources allouées au système de santé arrivent à gommer, en tout cas à compenser la sinistralité. Ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait une couverture géographique, une disponibilité des services. La couverture santé universelle ne peut pas se réaliser si les personnes n'ont pas accès physiquement aux services. S'il vous faut faire 6 heures pour aller voir un docteur, on ne peut pas vraiment dire que vous avez accès, que la couverture de santé est vraiment universelle et qu'elle est vraiment optimale pour vous. Ensuite, la question de la qualité et de la fiabilité des services pour les citoyens est extrêmement importante, surtout dans les contextes dans lesquels on essaie de créer justement ces systèmes de santé, dans lesquels on essaie de faire cette couverture santé universelle. Il faut que les personnes aient confiance dans leur service si elles veulent, entre guillemets, jouer le jeu de la CSU, parce que c'est aussi quelque chose qui demande un certain nombre de devoirs. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de mutualisation des risques et de cotisation. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas cotiser dans un système qui ne leur apportera pas un bien-être qui sera tangible. Et enfin, une dernière question qu'on pourrait mentionner, c'est la question également de la lisibilité du système. Ça ne sert à rien que des personnes aient des droits si elles ne savent pas qu'elles ont ces droits-là, et si elles ne savent pas à quels droits elles ont accès. Donc voilà, c'est tout un certain nombre de principes qui sous-tendent cette question de la couverture santé universelle. Prochaine slide. Pour autant, on connaît les principes, on voit en quoi la CSU est utile, on voit néanmoins que la situation dans le monde est extrêmement contrastée. Donc à gauche, vous avez l'incidence des dépenses de santé catastrophiques, c'est-à-dire l'incidence des dépenses de santé qui excède 10% du budget des ménages. Donc la partie orange, plus la partie orange est claire, moins les ménages encourent des dépenses de santé catastrophiques et plus, par conséquence, hein, plus l'orange est sombre et tire vers le marron, plus de ménages ont ces dépenses de santé catastrophiques. Donc on voit très bien que la situation est extrêmement contrastée, variée dans le monde. Il y a une très forte inégalité dans le monde. Et j'aimerais bien également rappeler que ces incidences au cours des 15 dernières années ont augmenté, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas croire que forcément, parce qu'un pays ou bien une zone du monde a un orange qui est un peu moins clair, un peu plus clair, pardon, que l'autre, que forcément la situation est si bonne que ça. Ça peut tout simplement être le cas que les personnes n'ont pas été prises par l'outil statistique qui a permis à relever cette incidence. Donc, la situation est peut-être plus difficile que ce qu'elle paraît à première vue. Donc voilà, cette question de l'incidence des dépenses de santé catastrophiques remet encore au cœur de l'expansion de la CSU, de la couverture santé universelle, la question du financement. Encore une fois, la couverture santé universelle, ça pose aussi la question de qui finance les dépenses de santé des ménages. En général, il ne faut pas que ce soit financé par les ménages eux-mêmes, mais il faut que ce soit le plus possible financé par des mécanismes d'assurance ou de redistribution ou des mécanismes de santé, en tout cas collectifs. Voilà. Ensuite, deuxième carte, sur la droite, pays doté d'une législation sur la CSU, c'est aussi une espèce de, entre guillemets, proxy pour voir aussi quels pays ont fait du développement
de la couverture santé universelle un peu une priorité. Bon, sachant que ce n'est pas parce qu'un pays a forcément une législation sur la CSU que forcément les ménages n'encourront pas de dépenses santé catastrophiques. Il faut voir que certains pays qui ont une législation sur la CSU ont aussi des ménages qui ont des incidences de dépenses santé assez catastrophiques. On pense par exemple au Brésil, on pense également à l'Argentine. Donc voilà, on a un certain nombre de principes, on a un certain nombre on voit qu'il y a un consensus autour de la CSU, mais on voit très bien que dans la réalisation, il y a des problèmes. Donc, prochaine slide. Donc, et les mutuelles là-dedans, quel est le rôle des mutuelles, quel est l'apport des mutuelles là-dedans? Bon, je vais commencer par tout d'abord vous présenter ce que sont les mutuelles et un peu leurs caractéristiques. Donc, les mutuelles sont des mécanismes d'assurance entre les individus qui sont un mécanisme assez ancien, mais qui ont également inspiré les systèmes de protection sociale tels qu'on les connaît en Europe de l'Ouest et même dans le monde, en fait. Donc, les mutuelles sont des mécanismes tout d'abord solidaires. L'idée est que ceux qui sont en bonne santé cotisent pour ceux qui sont malades. Et on voit très bien que là, c'est encore une autre manière en fait, de retrouver le principe de mutualisation, que les mutuelles ont très bien compris et qu'elles ont appliqué dès le début. Ensuite, les mutuelles sont des organismes de protection à but non lucratif, donc elles ne sont pas lucratives. Ce n'est pas la même chose que par exemple, une compagnie type, je sais pas, je dirais Allianz, qui clairement sont lucratives et font de la sélection de risques. Les mutuelles sont également des organismes qui sont initialement, historiquement volontaires, donc l'affiliation mutuelle est volontaire, mais elles ont quand même su s'adapter et rendre l'affiliation obligatoire afin de se rendre pérenne et solide. Tous les systèmes en fait, dans lesquels les mutuelles se sont développées et se sont développées bien ont intégré l'obligation de s'affilier. Par exemple, en Belgique, les mutuelles belges, il y a l'obligation de s'affilier aux mutuelles belges si on veut, par exemple, avoir accès aux services de santé dans le pays. C'est par exemple une manière aussi pour les mutuelles de se renforcer et d'être vraiment au cœur du processus de couverture santé universelle, en tout cas dans le pays, en tout cas en Belgique. On a aussi on a eu des expériences aussi similaires au Rwanda et il y en a aussi beaucoup d'autres. Ensuite, les mutuelles sont des mécanismes démocratiques et participatifs, c'est-à-dire que c'est aux adhérents, donc ceux qui contribuent, ceux qui cotisent, de gérer et d'orienter le travail et l'activité des mutuelles, ce qui leur permet de toujours s'exercer au plus près des besoins de leurs membres. Et ça a notamment aussi des avantages en termes de gouvernance, par exemple. L'OMS, par exemple, reconnaît que les mutuelles peuvent aider et sont pertinentes lorsqu'il s'agit de la gouvernance du système, lorsqu'il s'agit de l'empowerment, comme on dit ça en anglais, des membres et des personnes. Et enfin, les mutuelles sont également des organismes qui sont fortement engagés dans le progrès social. Donc, bien sûr, on voit encore que la CSU, c'est également, j'ai dit tout à l'heure que c'était un élément de progrès social, donc on voit aussi en quoi les mutuelles sont pertinentes et s'inscrivent tout à fait dans la CSU et dans les buts de la CSU. Prochaine slide. Alors, durant la crise de la Covid, le rôle des mutuelles a été tout à fait, enfin, les mutuelles en tout cas se sont illustrées par leur rôle. On peut mentionner un certain nombre de choses. Donc, les mutuelles, qu'elles aient été en France, qu'elles aient été en Europe, qu'elles aient été en Afrique, qu'elles aient été en Amérique latine, se sont illustrées par exemple, la continuité des services. Elles se sont assurées que leurs adhérents puissent toujours avoir accès aux services, mais bon, de manière distante, bien sûr, pour ne pas mener à une propagation du virus, c'est-à-dire que les contacts se sont faits à distance, le conseil s'est fait à distance, le conseil aux adhérents s'est fait à distance. Ensuite, les mutuelles se sont également illustrées par leur soutien au système hospitalier qui a été extrêmement tendu, qui a été mis sous extrême pression durant la crise de la Covid. Donc, les mutuelles dont beaucoup gèrent en fait des centres de santé, ont mis à disposition leur infrastructure pour lâcher la pression et soulager le système hospitalier. Ensuite, elles ont également développé de nouveaux services, des services d'accompagnement sociaux, des choses comme ça, pour les personnes qui n'étaient plus malades du Covid, mais qui avaient encore des problèmes de santé, qui souffraient des séquelles de la Covid. Elles se sont également illustrées par leur soutien pour des responsables nationaux, ainsi que par la communication auprès des populations sur les risques de la Covid, sur que faire en cas d'infection, etc., etc. Mais on peut également mentionner qu'en Afrique,
beaucoup de mutuelles se sont également engagées dans tout ce qui est mise à disposition de points d'eau, de points de lavage des mains, distribution de masques. Donc, encore une fois, on voit très bien le déploiement, la présence des mutuelles auprès des populations. Prochaine slide. Alors, ici, je vais faire un peu de promotion du travail de l'AIM. Donc, bien sûr, toutes ces expériences et toutes les recommandations de l'AIM ont été codifiées et adoptées au sein de trois recommandations, une pour l'Europe, une pour l'Amérique latine, ainsi qu'une pour l'Afrique, qui font le bilan de ce qui a été fait au niveau de nos membres et qui donnent également des recommandations sur comment renforcer les systèmes de santé après la crise que nous avons connue. Donc, je n'ai presque plus de temps, en fait, donc je vous invite quand même à aller sur le site de l'AIM ou bien cliquer sur les différentes images, hein, une fois que vous recevrez les présentations pour voir un peu quelles sont nos recommandations spécifiques. Prochaine slide. Maintenant, voilà, la question, quel est le rôle pour la communauté éducative dans la couverture de santé universelle? Mathias a déjà esquissé une partie de ce rôle-là. Hein, donc, voilà, on voit très bien que un élève en bonne santé est un élève qui apprend mieux. Je suis également d'accord avec Mathias, bien sûr, que l'école est l'un des premiers endroits dans lesquels on apprend la santé. Hein. Les écoliers sont les citoyens et probablement les patients de demain. Hein, donc, c'est également à l'école qu'on peut prendre de bonnes habitudes, ne serait-ce que de prévention, de bonne alimentation, hein, parce que bon, malgré tout, l'intervention la plus efficace, ce sont les interventions préventives. Hein. Le mieux reste d'éviter que les personnes aient recours aux services de santé, eh bien tombent malades. Ensuite, de manière plus comment dire, opérationnelle, je pense que les écoles peuvent également aider dans tout ce qui concerne l'enrôlement dans la CSU, le déploiement de la CSU. Il y a peut-être des lieux dans lesquels on ne peut par exemple pas trouver de lieux dans lesquels les personnes ne savent pas comment ou où s'enrôler dans les mécanismes de couverture santé universelle. Pourquoi pas penser que la mutuelle, pardon, que l'école pourrait être l'école du village, l'école de la ville, etc., pourrait être un endroit où les gens pourraient s'enrôler, où elles pourraient s'inscrire, où on pourrait prendre les cotisations, par exemple, des adhérents. Ensuite, l'école a aussi un grand rôle, à mon avis, dans l'éducation au principe de la protection sociale, qui ne vont pas forcément de soi partout dans le monde. Il y a des personnes qui pensent et qui se disent que la protection sociale est peut-être un luxe, bien que la protection sociale ne sert à rien, mais non, c'est quelque chose qui est vraiment utile, pour les personnes et pour les sociétés. Donc, voilà, je pense que c'est un peu le rôle de la communauté éducative dans la CSU. Je vais quand même faire quand même un petit bémol avant de conclure. Bon, on a quand même vu que le monde de l'éducation a quand même été frappé aussi de plein fouet par la crise de la Covid. Il s'agirait aussi de ne pas penser que c'est à l'école ou bien que ce serait à l'école de résoudre aussi les problèmes de CSU. La CSU, c'est d'abord avant tout une décision politique et que les endroits dans lesquels on n'a pas d'école ou bien peu d'écoles, c'est également des endroits dans lesquels il n'y a pas ou peu de couverture de santé universelle. Donc, la question de l'égalité, de l'équité entre les personnes doit être quelque chose qui doit guider un peu toutes les actions des gouvernements et pour lesquelles on doit militer, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé. Donc voilà. C'était un peu, bon, rapidement, un peu la présentation sur la thématique qui a été proposée. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai disponible pour répondre à des questions si on a le temps plus tard. Merci infiniment, Thomas, pour ce panorama des enjeux liés à la couverture santé universelle. Pour conclure, on a une question des participants à destination de Thomas. Thomas, on a une question de la part de Carlos Zarco, qui est président de l'Organisation internationale des coopératives de santé et qui a une remarque qui est la suivante. Je crois avoir compris que la couverture maladie universelle devait être gratuite et je pense qu'elle ne l'est jamais, car elle a toujours un coût, qu'il soit dû aux impôts, aux paiements directs, etc. Je pense qu'elle doit être abordable pour toute la population. Monsieur Thomas Kangatona peut-il expliquer un peu plus ce point? Oui, alors oui, bon, merci pour la question, hein, et je m'excuse hein, si j'ai pu donner cette impression-là. Effectivement, hein, durant toute ma présentation, j'ai quand même dit que j'ai beaucoup parlé de la question des contributions. Effectivement, ça veut quand même dire que la question de la couverture santé universelle, ça ne veut pas dire que les soins doivent être gratuits.
La définition dit que les personnes qui ont accès aux services de santé ne doivent pas rencontrer de difficultés financières, mais ça ne veut pas forcément dire que ça doit être gratuit. Du côté des mutuelles, les mutuelles, en tout cas, fonctionnent aussi par cotisation de leurs adhérents. Et leur orientation non lucrative permet de faire en sorte que les cotisations soient quand même abordables pour le plus de personnes, pour le plus d'adhérents possible. Ça ne veut pas dire que l'accès aux soins est gratuit, car ça pourrait poser des problèmes de financement du système, de pérennité, etc. etc. Donc, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Thomas.